Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I-Chrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur I-Chrono FM. Votre radio I-Chrono FM est disponible sur Google Play et App Store. I-Chrono FM, une autre dimension de la radio. Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve en cette veille de Noël pour évoquer ce qui a fait l'actualité internationale cette semaine en compagnie de mon invité de l'émission, Ibrahim Mathiam, opposant sénégalais, président du mouvement Un autre avenir et auteur de 2 essais politiques, en plus d'un ouvrage de géopolitique que nous avons coécrit et co-signé ensemble. Dans les minutes qui vont suivre, nous aurons l'occasion de parler de la COP 15 consacrée à la biodiversité qui vient de se terminer sur un bilan quelque peu mitigé. Je demanderai à mon invité ce qu'il pense aussi de la décision de la France de mettre fin à la crise des visas, non seulement avec le Maroc mais également avec l'Algérie. Nous reviendrons également sur la situation confuse qui règne actuellement au Pérou depuis la destitution de l'ex-président Pedro Castillo, car depuis début décembre, des manifestations populaires ont endeuillé le pays, faisant 18 morts. J'ai intitulé notre émission d'aujourd'hui « Pas de trêve des confiseurs pour l'actualité internationale ». Ibrahim Mathiam, bonjour et bienvenue dans notre émission Carte sur table, alors que dans quelques heures, nous fêterons le réveillon de Noël. Bonjour Jean-Yves Duval. Précisément, permettez-moi avant toute chose de souhaiter à tous les auditeurs et auditrices de Diaspora Vision de joyeuses fêtes de Noël pour eux et leurs familles. Cette fête qui est célébrée partout dans le monde, quelle que soit la confession des uns et des autres, est un moment de paix et de fraternité où des familles souvent séparées le reste de l'année se retrouvent pour partager le bonheur des enfants qui attendent impatiemment d'ouvrir leurs cadeaux déposés au pied du sapin. Profitons de cette parenthèse du calendrier, car elle sera malheureusement de courte durée. Vous avez tout à fait raison et j'adresse moi aussi mes souhaits de joyeux Noël à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent fidèlement chaque semaine. Et au-delà d'eux, bien sûr, à tout le monde. Avant d'en venir aux différents sujets qui composent le sommaire de notre émission d'aujourd'hui, je voudrais vous interroger sur la signification du voyage que vient d'effectuer le président ukrainien Zelensky à Washington. Un déplacement fort en symbole, mais pas seulement. Vous avez une nouvelle fois raison, Jean Duval. Voir Zelensky qui sort pour la première fois d'Ukraine depuis le mois de février dernier, accueilli à la Maison Blanche par Joe Biden et au Capitole en présence du Congrès, à savoir la Chambre des représentants et le Sénat, où il a été à plusieurs reprises ovationné, présente un symbole très fort. Un symbole qui, je l'imagine, n'a pas été du goût du maître du Kremlin. Il y a eu aussi ce moment très fort au cours duquel Zelensky a remis un drapeau ukrainien rapporté de Bakhmout sur le front dans le Donbass où il se trouvait la veille, et un drapeau qui a été signé par de nombreux soldats ukrainiens. La charge émotionnelle était palpable à l'intérieur du Capitole. Tout à fait. De la même façon que lorsqu'on lui a offert le drapeau américain qui flottait au sommet du Capitole, ce sont là des symboles très forts pour ces 2 pays qui font étalage de patriotisme. Mais au-delà de ces signes d'amitié, ce voyage a aussi permis à Zelensky de débloquer la situation à propos de ces batteries de missiles patriotes qui vont permettre à son armée de mieux résister aux attaques de drones ou de roquettes russes et de protéger plus efficacement les grandes villes et aussi les centrales nucléaires. À un moment où les bombardements russes sont incessants et pilonnent les villes et les infrastructures énergétiques. C'est là
un armement inestimable que lui confie Joe Biden. Curieusement, au même moment, à Moscou, Vladimir Poutine réunissait ses généraux au Kremlin pour leur annoncer un renforcement à la fois financier et en matériel de leurs troupes au cours de l'année 2023, ainsi que la mobilisation d'1,5 million de militaires afin de mieux faire face à cette guerre qui ne dit toujours pas son nom en Russie, gourmande en hommes et en armes et munitions. Quelle réflexion cela vous inspire-t-il? Que Poutine n'est pas prêt de renoncer à la conquête ou la destruction de l'Ukraine et que le jour d'un traité de paix, d'un cessez-le-feu entre les deux pays n'est pas pour demain. On peut même s'attendre à une intensification des combats au printemps prochain et le conflit risque de s'éterniser. Venons-en maintenant à ce que l'on a appelé la guerre des visas entre la France, le Maroc et l'Algérie. Comme nous le laissions entendre la semaine dernière, la situation s'éclaircit après la décision française de revenir à la normale. Un commentaire, j'imagine, à ce propos. Pour l'Algérie, c'est la fin d'une crise qui dure depuis près d'1 an et demi. Et il est vrai que la décision de Paris de réduire de 50% le nombre de visas aux Algériens était très mal vécue à Alger. De même que de les réduire de 20% pour le Maroc est également mal vécu à Rabat. Depuis la mi-décembre, les relations consulaires de la France avec ces pays est donc revenue à la normale, celle qui existait avant la pandémie de Covid. On peut penser que les échanges amicaux vont pouvoir reprendre après cette bruit diplomatique passagère. Lors d'un précédent carte sur table, nous avons évoqué la décision du président péruvien Pedro Castillo et son remplacement par sa vice-présidente. Pour autant, depuis lors, les manifestations se sont multipliées dans les rues des principales villes du pays. Pensez-vous que la décision du Congrès péruvien d'organiser des élections générales anticipées en 2024 soit de nature à calmer les esprits? On peut en effet raisonnablement le penser. C'était sans doute la bonne décision pour mettre fin à la crise et aux protestations populaires suite à la décision de la présidente d'exclure toute idée de démission. Dans ces conditions, Dina Boluarte va sans doute rester au pouvoir pendant encore une vingtaine de mois. Est-ce que ses opposants vont accepter cette porte de sortie? Toute la question est là et les paris sont ouverts. Venons-en à la COP15 sur la biodiversité qui vient donc de se terminer sur un constat, je le disais, mi-figue, mi-raisin, car comme toujours, selon l'endroit où on se place, certains voient dans les résultats de ce sommet un verre à moitié plein, quand d'autres le voient à moitié vide. Alors selon vous, y a-t-il de véritables raisons de se réjouir? Oui, si j'en crois un député français au Parlement européen qui a déclaré l'accord trouvé à la COP15 est équivalent à l'accord de Paris sur le climat. Mais en disant cela, n'est-il pas un peu trop optimiste? Je crois pour ma part qu'il faut attendre avant de se réjouir, de voir comment les pays, ils étaient 190 présents à Montréal, vont mettre en œuvre cet accord pour protéger et restaurer plus d'espaces naturels et aussi pour réduire l'impact de l'agriculture ou de la pollution afin de protéger notre biodiversité. Je préfère dire attendons et voyons, nous jugerons sur pièce. J'aimerais maintenant vous demander ce que vous pensez de la déclaration du président ghanéen Akufo-Addo qui, lors de son déplacement à Washington, lors du sommet Afrique-Amérique, a indiqué qu'après la République centrafricaine et le Mali, le groupe Wagner serait désormais présent au Burkina Faso. J'ai lu en effet cette déclaration qu'il a faite à l'occasion d'un tête-à-tête avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Selon lui,
la junte burkinabèse a sollicité à son tour l'aide des mercenaires russes pour faire face au péril djihadiste. Selon lui, il serait stationné à la frontière nord et il a même précisé qu'une mine située dans le sud du pays leur serait allouée en guise de paiement ou de dédommagement, comme vous le voulez. Cela n'est d'ailleurs pas si surprenant que cela, sachant que le Premier ministre du Burkina Faso était en déplacement il y a plusieurs jours à Moscou. À l'évidence, il s'agissait d'une visite intéressée. À l'évidence, mais cette présence de Wagner à ses frontières dérange terriblement le Ghana. J'ai cru comprendre qu'il a sollicité le soutien des Américains, d'autant que le Ghana a condamné sévèrement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a d'ailleurs jugé le départ des Français de Barkhane du Mali comme ayant aggravé la situation sécuritaire dans ce pays et qu'au contraire la présence des mercenaires russes n'avait en rien arrangé les choses, si ce n'est de protéger la junte au pouvoir à Bamako. Et il a raison. Il a d'ailleurs dit aussi que la présence de Wagner était une menace pour la stabilité de la zone ouest-africaine, considérant que la CEDEAO devait s'emparer de ce sujet pour qu'il y ait une position tranchée sur l'existence de ces mercenaires qu'il estime nécessaire de combattre. C'est bien sûr un nouveau sujet de préoccupation dans la région. J'en profite pour indiquer à nos auditeurs que les derniers militaires encore présents en Centrafrique ont quitté le pays la semaine dernière, 4 mois donc après leur retrait de Barkhane au Mali. Et là encore, une des raisons de ce départ est liée à l'existence des Wagner présents dans le pays depuis 2021. C'était toujours avec l'Afrique. Comment avez-vous accueilli, Ibrahima Thiam, le souhait du président américain Joe Biden lors du sommet Afrique-Amérique auquel je faisais allusion il y a l'instant, de voir le continent présent dans les grands sommets tels le G20 ou aussi des institutions internationales comme le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a en effet déclaré qu'il soutiendrait la candidature de l'Union africaine dans ces instances, ce qui est pour lui une façon de relancer des liens qui s'étaient un peu distendus ces dernières années entre l'administration américaine et l'Afrique. Vous aurez remarqué aussi qu'il s'est engagé à promouvoir la bonne gouvernance qui vise tout particulièrement les récents putschs militaires au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. N'y a-t-il pas là une forme de donnant-donnant? Oui, à un rôle accru de l'Afrique sur la scène internationale, mais à condition de faire la police dans ses rangs et de promouvoir la démocratie au détriment des régimes autocrates. Certainement, mais après tout, c'est assez normal. On voit mal demain l'Union africaine siéger au Conseil de sécurité alors qu'elle serait dominée par un ensemble de pays autoritaires. Il y a là un ticket d'entrée dont les pays africains doivent s'acquitter pour prétendre d'être présents dans ces grandes tribunes. Et pour les aider, Biden a débloqué quelques 75 millions de dollars pour renforcer les institutions démocratiques et accroître la transparence, ainsi qu'une centaine de millions au titre de l'assistance sécuritaire. C'est aussi pour l'occupant de la Maison Blanche l'occasion de dire à Vladimir Poutine « Attention, tu ne vas pas développer ton influence en Afrique aussi facilement que cela ». Est-ce que ce n'est pas votre impression? Je ne connais pas les desseins cachés du président américain, ni ses arrière-pensées. Mais il y a un peu de cela sans doute. Et après tout, c'est de bonne guerre. On a appris cette semaine qu'en Afghanistan, les talibans avaient interdit l'accès aux femmes de l'université. Déjà qu'elles étaient privées d'enseignement secondaire, on a même chassé les étudiantes des amphis à coups de crosse. N'assiste-t-on pas ici au retour de méthodes coercitives et le retour à une doxa radicale et intolérante de la plupart des talibans qui montrent une nouvelle fois leur vrai visage? Assurément. Et c'est à la fois grave et dramatique. En arrivant au pouvoir à Kaboul, il y a plusieurs mois, ils avaient entretenu le doute,
laissant à penser qu'ils avaient changé. Mais en fait, c'était pour mieux masquer leurs véritables intentions, à savoir une reprise en main vigoureuse à l'encontre de toute tentative de s'opposer aux rigueurs de la loi islamique. Déjà, quelques jours plus tard, on avait découvert une première exécution publique. Depuis plus d'1 an, preuve que les tribunaux islamiques ne vont rien laisser passer et que désormais, c'est la charia qui va s'appliquer avec son lot de lapidation, de flagellation et d'amputation de membres. Vous craignez donc que l'Afghanistan ne plonge à nouveau dans l'obscurantisme? À l'évidence, ce durcissement du régime le laisse à penser. Il est clair que les talibans ont oublié leurs belles promesses de gouverner modérément le pays. On a l'impression de revivre la situation des années 1990 et qu'un climat de terreur s'installe à nouveau en Afghanistan. D'ailleurs, comment interpréter autrement cette évolution? Après qu'ils aient interdit aux femmes l'accès aux bains publics, mais aussi aux parcs et jardins de Kaboul. C'est terrible. Nous avons appris il y a quelques heures qu'une délégation ministérielle ivoirienne s'était rendue à Bamako pour s'entretenir avec les dirigeants maliens de la situation de ces 46 soldats ivoiriens dont nous parlons depuis déjà plusieurs mois et qui sont toujours détenus dans le pays. Y a-t-il là, selon vous, une lueur d'espoir en vue de leur libération prochaine? C'est difficile à dire, tant la junte militaire semble camper sur ses positions, malgré ou en dépit des pressions exercées par la CEDEAO et la médiation togolaise. Le fait toutefois que des responsables des deux pays se rencontrent face à face et se parlent, j'allais dire les yeux dans les yeux, est une bonne chose. Rien ne vaut un dialogue et un contact direct pour faire bouger les lignes. Alors, ne crions pas victoire trop vite, mais saluons ces efforts de part et d'autre et espérons qu'ils déboucheront sur un résultat concret. Nous ne saurions nous quitter sans évoquer le retour à la case prison du journaliste de dakarmatin.com, Pape Alé Niang, à qui on a révoqué son contrôle judiciaire. Comment expliquer ce mouvement de balancier, ce tango argentin? C'est bien cela, en effet, dont il s'agit. Le magistrat, après un pas en avant, ayant fait un pas en arrière. Le journaliste, que je connais bien, a sans doute eu tort de s'exprimer dans un live depuis sa libération. Mais de là à le réincarcérer, il y a là une mesure grave, attentatoire à sa liberté. C'est d'autant plus dramatique en cette période de fête familiale où la femme et les enfants de Pape Alé seront privés de leur mari et père. À mes yeux, le glaive de la justice s'est enfoncé dans la plaie du justiciable sans discernement. Le procureur ne pouvait-il pas faire preuve d'un peu de clémence, au lieu d'écraser ainsi une fourmi avec son lourd marteau? Combien de délinquants sont laissés en liberté pour des faits autrement plus graves? Il y a ici 2 poids, 2 mesures. Vous répétez donc une nouvelle fois, je vous ai bien entendu, que la justice est instrumentalisée par le pouvoir et que nous avons affaire ici à une sorte de procès politique où les magistrats et le gouvernement ne ressortiront pas grandis. C'est exactement cela. Et ce n'est pas à vous, Jean-Yves Duval, que je rappellerai la fameuse maxime du duc de la Rochefoucauld. La justice, 2000 ans d'erreur judiciaire. À l'évidence, le procureur ne connaît pas cette citation, pourtant célèbre. J'en appelle donc une nouvelle fois à la libération dans les plus brefs délais de Pape Alé Niang, afin que cesse cette mascarade judiciaire. Eh bien, c'est sur cet espoir que vous soyez entendus
et que mon confrère journaliste sénégalais, Papalé Niang, retrouve au plus vite la liberté et sa famille, que se termine notre émission d'aujourd'hui. Il me reste à vous remercier, Ibrahim Atiam, d'y avoir participé, comme chaque samedi, puisque vous êtes l'invité permanent de cette émission Carte sur table. Remercie aussi nos auditeurs de nous avoir écoutés, une fois encore, comme là aussi fidèlement chaque samedi. Eh bien, nous vous souhaitons tous les deux donc à tous un très joyeux Noël, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, et surtout, d'ici là, portez-vous bien. Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I-Chrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur I-Chrono FM. Votre radio I-Chrono FM est disponible sur Google Play et App Store. I-Chrono FM, une autre dimension de la radio.